Le journal, Ibrahima Traoré. À la une de ce 13h dimanche, la fin des activités de l'école de la citoyenneté, un programme qui a mobilisé pendant 2 semaines à Bamako des jeunes venus de l'ensemble du territoire national. La formation a porté sur des sujets relatifs à la citoyenneté et au civisme. On en parlera avec l'invité de ce 13h dimanche, le ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, sera en direct dans cette édition. Dans l'actualité également, Hajj 2024, les nouvelles de nos pèlerins maliens donc. Après Médine, ils sont maintenant à la Mecque où ils ont accompli hier les rites de la Umrah. Nous serons en ligne avec nos envoyés spéciaux. À suivre le point complet de l'actualité internationale et puis le journal des sports, ce sera avec vous. Famorou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans l'actualité sportive de ce 13h dimanche, nous parlerons des Aigles du Mali qui jouent ce mardi contre Madagascar au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il y a également du cyclisme et du basketball au menu de la page sport. L'actualité des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes avec Famorou Djourté. La chronique santé porte ce dimanche sur le bilan prénuptial, tout sur cet examen médical avec Koumba Sissé en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. Nous ouvrons cette édition avec ce geste de solidarité des gouvernements maliens et burkinabés en faveur des réfugiés du Faso et du Mali, du Faso au Mali et des déplacés internes. Ils ont notamment reçu des vivres et non-vivres pour atténuer leur souffrance. La remise co-présidée par la ministre burkinabé en charge de la solidarité et son homologue du Mali chargé du développement social s'est déroulée à Faladi, en commune 6 du district de Bamako. Les détails, c'est avec Timoko Konaté. Le ministre burkinabé de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille au chevet des déplacés et des réfugiés en terre malienne. Une solidarité gouvernementale initiée par le président de la transition de ces pays frères, le capitaine Ibrahim Traoré. Le don est composé d'une quantité importante de vivres, de nattes et de couvertures et devra contribuer à atténuer tant soit peu les difficultés que vivent les bénéficiaires. Nandi Somé Diallo, ministre burkinabé de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille. La République sœur du Mali héberge environ 54 089 Burkinabés à la date du 31 mai 2024. La délégation que je conduis est venue traduire la solidarité du gouvernement aux réfugiés burkinabés, leur apporter soutien et réconfort et surtout saluer l'hospitalité et la fraternité du peuple malien à l'endroit de leurs frères et sœurs burkinabés. Amadou Diko, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de l'ensemble des réfugiés burkinabés, nous vous remercions pour ces gestes salutaires de remise de vivres dont nous sommes bénéficiaires, illustrant l'attention que porte le Burkina Faso à l'ensemble de ses citoyens. Malgré les conditions difficiles qui ont suscité notre déplacement, nous ne sommes jamais sentis étrangers en terre malienne. Cette action humanitaire est soutenue par la partie malienne qui a elle aussi apporté une contribution. Le colonel Assa Badialo Touré est donc en terrain bien connu pour avoir mené dans un passé récent une action similaire au Burkina Faso. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État, vous rassurer que nos frères burkinabés qui ont été contraints de traverser les frontières par les effets du terrorisme pour se retrouver au Mali ont quitté un quartier pour un autre. Car nos peuples aspirent désormais au seul et même destin avec la Fédération des États du Sahel. Du reste, la légendaire tradition Djatiya fit du Mali une terre d'hospitalité et un modèle d'assistance humanitaire et d'intégration. Cette remise des dons, poursuit le ministre Touré, illustre à suffisance l'excellence des liens de fraternité séculaire entre les deux pays. Parlant du retour des déplacés et des réfugiés, des actions sont en cours, rappelle son homologue du Burkina Faso, qui précise que plus de 700 000 personnes ont déjà regagné leur localité d'origine. On en vient à l'invité de ce 13h dimanche. Il est question du programme École de la citoyenneté qui vient d'accueillir sa première cohorte durant 2 semaines. Des jeunes, 200 au total, venus du district de Bamako et de l'intérieur du pays étaient réunis au Palais des Pionniers pour une formation pratique et théorique autour de la citoyenneté et des questions d'actualité touchant la vie de la nation. Pour en savoir davantage en ligne avec nous, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba.
Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Traoré. Alors, des jeunes à l'école de la citoyenneté, à chaud, quel bilan faites-vous de ce premier coup d'essai? Comme on dirait, le premier coup d'essai a été un coup de maître. Nous en sommes très heureux parce que nous avons reçu des jeunes, 200 jeunes exactement d'un peu partout des régions du Mali et du district de Bamako, qui ont été réunis dans un centre, dans un espace, le Palais des Pionniers. C'est un espace du ministère en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Et l'objectif, c'était d'amener des jeunes à être déjà ensemble pour créer un brassage, mais surtout apprendre également de nos valeurs. Vous savez que tout récemment, au niveau du gouvernement, il y a eu la politique nationale de l'éducation aux valeurs et la charte aux valeurs qui ont été que le gouvernement a élaborée. Et à travers cela, il était important de matérialiser cela à notre niveau sur les questions de citoyenneté et de civisme. Et nous avons compris qu'il était important de regrouper des jeunes, de leur parler de leurs valeurs, de leurs traditions, d'aller faire des visites touristiques, mais également de mener des initiatives sur le terrain. Ce sont ces activités qui ont été tenues avec des experts connus en la matière. Également, la participation suite à l'intérêt du président de la transition, la participation de plusieurs ministres. Exactement, il y a eu 11 ministres qui ont défilé, qui sont venus parler de leurs thématiques, parce qu'il était important, au-delà des questions sur les questions de tradition et de valeurs et de citoyenneté, de parler également de ce qui est en train d'être fait, parce que ces acteurs deviennent pour nous des répondants sur le terrain ou également aider au niveau de leur collectivité les autres jeunes sur le terrain à initier des actions positives pour leur environnement. Alors, Monsieur le ministre, j'imagine que vous avez échangé avec les jeunes. Ils repartent avec quel sentiment? Avez-vous senti en eux ce déclic de prise de conscience, j'allais dire, de changement? Oui, ce qui a été extraordinaire, c'est que le jour même de la cérémonie de clôture, je pense que les jeunes se sont levés et ils ont prêté eux-mêmes serment. Et la prestation de ce serment, c'est qu'eux-mêmes, ils se sont engagés aujourd'hui à être des acteurs qui vont apporter des changements positifs dans leur localité, mais également à développer cet esprit de patriotisme. Et ils l'ont avoué, parce qu'il y a un groupe qui les réunit et ils échangent beaucoup, ils ont avoué que, honnêtement, théoriquement, on leur parle de beaucoup de choses, de patriotisme, de civisme, de citoyenneté, mais ils ne savaient pas en réalité comment matérialiser tout ça. Et que maintenant, ils sont suffisamment outillés pour être des acteurs vraiment qui pourraient être au service de leur nation, des vrais bâtisseurs, des défenseurs de la nation. Et ils ont prêté serment ce jour-là, les 200, la main sur le cœur, et ils ont prêté serment pour dire qu'ils s'engageaient cette fois-ci vraiment à être des acteurs de changement. Alors, très concrètement, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes-là? Ces jeunes devraient être directement mis à la disposition de leur collectivité. Donc, nous savons qu'il y a des urgences dans nos localités sur plusieurs plans. Ça peut être de l'assainissement, ça peut être sur d'autres questions liées à la citoyenneté, mais également, surtout des actions pour pousser d'autres jeunes à comprendre le rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui dans les nouvelles orientations du pays, les nouveaux axes et les nouveaux défis également à relever, et que chacun y a sa part, et surtout les jeunes. Nous avons des grandes réformes également qu'ils vont essayer d'expliquer, parce que les ministres sont passés un à un pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Donc eux, c'est d'expliquer un peu ce processus et d'amener ces jeunes sur le terrain à comprendre qu'ils ont des actions à jouer. Mais très concrètement, nous allons commencer par un gros programme bientôt, qui sera un programme où les jeunes vont être sur le terrain pour faire des actions d'assainissement, de reboisement, de construction, de rénovation et d'accompagnement de certaines personnes en difficulté qui vont se faire sur le terrain. Et ce sont ces jeunes-là qui vont nous aider déjà à faire le premier pas. Donc, il y a des actions concrètes qui vont se faire très bientôt sur le terrain. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre, des activités qui se tenaient au niveau de ce palais des pionniers. Pour ces jeunes qui vous écoutent en ce moment et qui n'ont pas eu cette chance d'être au niveau du palais des pionniers, est-ce que vous pouvez décrire un tout petit peu à quoi ressemblait un peu ce cadre qui a réuni ces jeunes durant les 2 semaines? Quelle était l'ambiance et à quoi ça ressemblait un peu l'atmosphère sur place? Bon,
première chose, c'est que le premier engagement des jeunes, c'est qu'on leur a demandé de venir par eux-mêmes. Les jeunes sont venus sans frais de transport, sans per diem. Ils ont été dans un environnement qui n'était pas un hôtel 5 étoiles, mais vraiment un environnement très naturel où les gens vivaient ensemble dans un cadre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des enseignements. Et ces enseignements se faisaient vraiment comme ça se faisait au niveau du terroir. Les jeunes étaient par terre. L'enseignant était debout et il expliquait certaines choses, les valeurs. On leur faisait comprendre, ils répétaient. Et également, il y a eu des visites touristiques, des sites traditionnels. Ils ont rencontré des gens là-bas, ils leur ont parlé d'histoire. Et les petits soirs, tous les petits soirs, il y avait des conteurs qui venaient d'une région, de toutes les régions du Mali. Ces conteurs qui venaient de ces régions parlaient des régions. Ça, c'était important parce que ça permettait à chacun d'eux de comprendre que oui, moi, je viens d'une région, mais il y a d'autres régions qui ont d'autres réalités également. Donc, ces conteurs-là venaient autour du feu, c'était vraiment autour du feu, et ils passaient ces messages-là. Et au-delà de cela, il y avait des panels qui étaient animés par des acteurs du milieu, mais également les ministres que j'avais cités qui ont également défilé. Donc, il y avait vraiment tous ces aspects qui tournaient autour, mais le camp, c'est vraiment une école naturelle où eux-mêmes, ils lavent leurs habits. Donc, on leur apprenait d'abord à être des individus qui peuvent se prendre en charge. Ce n'était pas un service qui faisait spécialement des choses, c'est eux-mêmes qui faisaient l'assainissement, c'est eux-mêmes qui lavaient leurs habits, c'est eux-mêmes qui lavaient les assiettes, etc. Donc, ça permettait vraiment de les former sur le terrain. Bon, bien entendu, nous avons inséré un peu d'éducation physique tous les matins et surtout la montée du drapeau tous les matins. Et il y avait une leçon accompagnée à cela pour expliquer pourquoi il y avait la levée du drapeau, c'était quoi le drapeau, quel est le comportement qu'il fallait avoir. Et voilà, des conseils qu'on leur donnait également pour leur famille, comment se conduire avec leur père, avec... une véritable école, hein, monsieur le ministre. Alors, à quand la prochaine école de la citoyenneté, se demandent beaucoup de jeunes déjà? Avec cette première édition, vraiment, ça nous a hyper motivés. Et je crois que normalement, dans un mois, nous allons lancer la seconde cohorte. Et nous comptons faire tous les 2 mois une nouvelle cohorte pour avoir cette masse critique de jeunes qui vont pouvoir s'approprier tout ce qu'on trouve par rapport aux nouvelles actions, aux nouveaux défis de pays et surtout les grandes réformes en cours et surtout le rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui, le rôle qu'ils doivent s'approprier pour créer ce Mali Koua, le Mali d'Inkoua dont on parle, qui devrait être ces premiers acteurs-là à poser les pas. Une dernière question, un message particulier à lancer, notamment à la jeunesse qui vous écoute en ce moment? La première, c'est vraiment, j'encourage les jeunes aujourd'hui à mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus et à continuer à s'investir dans la vie de leur communauté et de leur pays. Et j'appelle les autres jeunes à s'engager dans les prochaines cohortes, mais aussi à s'approcher de ces jeunes-là qui ont vécu, à prendre leurs sentiments, à s'approcher d'eux et à comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de tous ces jeunes pour porter aujourd'hui toute cette grande dynamique qui est en train d'être insufflée par les plus hautes autorités pour le Mali Koua et pour connaître les Mali d'Inkoua qu'il faut pour notre pays, Charles. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, je rappelle que vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie. Hajj 2024, les nouvelles de nos pèlerins à présent, notamment de la filière gouvernementale. Après Médine, tous sont maintenant à la Mecque, dans cette cité la plus sainte de l'islam. Ils ont accompli hier les rites de la Umrah. On en sait davantage avec nos envoyés spéciaux Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly et Ousmane Traoré. À la fin de leur séjour dans la cité religieuse du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale ont pris la direction de la Mecque, une autre grande cité sainte de l'islam. Dès leur arrivée, ils ont accompli les rites de la Umrah. Dr Ousmane Solihou Traoré, président de la sous-commission religieuse. Tous les pèlerins maliens dans la filière gouvernementale sont arrivés à la Mecque. Ils font la Umrah. Et quand on parle de la Umrah, cela veut dire prendre l'intention et porter la tenue et venir dans la Kaaba, faire les 7 tours et après les 7 tours de Safa et Marwa et couper les cheveux. Et c'est ça qui représente la Umrah. Parmi les 3 types de Hajj, les pèlerins maliens effectuent celui appelé Tamatou,
où le pèlerin choisit de faire sa Umrah avant son Hajj. Docteur Ousmane Solihou Traoré. La Umrah est considérée comme un pilier des genres de Hajj que nos pèlerins accomplissent. Ils sont tous finis de faire la Umrah. Donc maintenant, on attend les Hajj qui commencent les vendredis prochains par la grâce d'Allah. En attendant le début des rites du Hajj, les pèlerins maliens participent activement aux 5 prières quotidiennes à la grande mosquée Al-Masjid Al-Haram, ou mosquée sacrée, qui accueille des millions de fidèles. La Mecque, Nouhoum Sissoko, Ibrahima Koulibaly, Ousmane Fambouri Traoré pour l'ORTM. Et ce qui nous conduit à l'actualité sur le continent. D'abord en République démocratique du Congo où la première ministre Judith Suminwa a présenté à l'Assemblée nationale son programme de gouvernance. Un programme qui s'articule autour des promesses phares de campagne du président Félix Tshisekedi. Alors Lassina Keita, dites-nous les grands axes de ce programme de gouvernance qui a quand même fait des tractations au sein de la majorité. Tout à fait, Ibrahima Traoré. Enfin, un nouveau programme de gouvernance proposé par la première ministre Judith Suminwa sur la table de l'Assemblée nationale pour validation. Ce dépôt intervient une semaine après de longues tractations au sein même de la majorité. Vous l'avez dit, ce programme s'articule autour des promesses de campagne du président Félix Tshisekedi, dont les grands axes constituent la sécurité, la justice, l'économie et un projet social. Ce dernier met un accent particulier sur la création d'emplois et l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Ce programme, qui s'étend sur 5 ans, est évalué à près de 93 milliards de dollars. Le vote du document permettra de s'assurer de la cohésion et de l'union sacrée autour de Félix Tshisekedi par la majorité à l'Assemblée nationale. En attendant, la première ministre mène une opération de séduction auprès des députés de la majorité afin que le nouveau programme gouvernemental puisse passer comme une lettre à la poste. Et nous voyons à présent le reste de l'actualité internationale. En plus bref, c'est avec vous, Bourama Traoré. Je me tourne vers vous. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. D'abord au Niger, le retrait des troupes et équipements américains a débuté. Oui, 269 soldats sur 946 ont déjà quitté le pays, ainsi que plusieurs tonnes de matériel. Il reste des soldats cantonnés dans les villes de Oulam, Difa et au niveau de la base d'Agadez, située à près de 1000 km de la capitale. Le 19 mai dernier, on se rappelle, Washington et Niamey avaient trouvé un accord pour ce retrait. Alors au Gabon, la future loi électorale dans le collimateur de la société civile. Hier, plusieurs acteurs de la société civile et des parlementaires ont organisé une réunion de concertation à l'issue de laquelle ils ont constaté un manque de transparence dans l'élaboration de la future loi électorale par le ministre de l'Intérieur. Le dialogue national inclusif tenu en avril dernier a décidé de remettre au ministère de l'Intérieur les prérogatives de l'organisation des élections au Gabon. La société civile veut que tous les garde-fous prévus à cet effet soient respectés pour éviter de faire du ministère de l'Intérieur une machine à frauder. Demain lundi, le ministre en question sera devant les députés pour défendre son projet de loi. Madagascar dans l'actualité avec la publication des résultats provisoires des législatives qui est reportée à mardi. La commission électorale devait publier hier samedi les résultats provisoires de ces législatives, mais finalement reportés. La commission électorale a par ailleurs annoncé suspendre la publication des tendances qu'elle effectuait quotidiennement sur sa page Facebook. Des changements de dernière minute dans un contexte post-électoral déjà électrique. De son côté, le Premier ministre a prévenu d'une tolérance zéro contre tout fauteur de troubles. En Haïti, où le nouveau Premier ministre Gary Colin Kony a été hospitalisé hier en fin de journée dans la capitale Port-au-Prince. C'est du moins ce qu'a annoncé le gouvernement. Les raisons de son hospitalisation n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Le bureau du Premier ministre a déclaré dans un communiqué que Gary Kony se sentait légèrement souffrant après une semaine d'activité intense. Il n'a pas fourni d'autres détails, si ce n'est que son état était stable et qu'il remerciait les personnes qui lui avaient rendu visite. En France, la visite d'État du président américain Joe Biden s'achève ce dimanche. L'Arc de Triomphe et une descente des Champs-Élysées avec la garde républicaine. Le président Emmanuel Macron a déployé hier tous les faces de la République pour son homologue. Pour Joe Biden, la France était notre premier ami et vous demeurez un de nos meilleurs amis. Nous avons à cœur avec le président Biden d'avancer sur une feuille de route commune qui est la confiance dans le progrès et dans l'investissement, a déclaré de son côté le président Emmanuel Macron. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a signé vendredi différents accords avec la Turquie pour poursuivre l'exploitation de l'or dans le centre du pays. Des accords incluant la construction d'une usine pétrochimique et des investissements dans des champs gaziers
Caracas et Ankara renforcent encore un peu plus leurs relations commerciales et industrielles. Les Iraniens sont appelés aux urnes le 28 juin pour remplacer le président Ibrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. On attend la décision du Conseil des gardiens de la Constitution qui doit publier la liste des candidats retenus pour le scrutin du 28 juin prochain. Quelques 80 personnes ont pu déposer leur candidature, mais le Conseil doit annoncer sa décision d'ici à 5 jours. La principale coalition des partis réformateurs a prévenu que sa participation était conditionnée à la validation d'un de ses candidats. En 2021, le Conseil des gardiens de la Constitution avait rejeté de nombreux candidats modérés et réformateurs. Enfin, l'ONU ajoute Israël et le Hamas à la liste dite de la honte sur les droits des enfants lors du conflit. Cette décision provoque la colère en Israël et pourrait avoir des conséquences sur les relations entre l'État hébreu et l'organisation internationale selon ses dirigeants. Honte à vous, rétorque l'ambassadeur israélien Gilal Erdan dans sa réponse au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. L'ONU s'est mise sur la liste en noir de l'histoire en rejoignant les partisans des assassins du Hamas, dénonce pour sa part le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Merci beaucoup Bourama Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale que nous allons terminer avec ces quelques 370 millions d'électeurs des 27 pays de l'Union européenne qui sont appelés aux urnes pour élire 720 eurodéputés. Les votes qui ont commencé depuis le 6 juin dernier en fonction des pays prendront fin aujourd'hui. Les députés européens sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. On en parle avec vous, Mohamed Sangari, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim Traoré. Alors, en ce moment précis, quel est l'état de ce scrutin dans ces pays européens? D'abord, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h en France métropolitaine pour les élections européennes où le Rassemblement national pourrait réaliser un score historique et infliger un revers sanglant à Emmanuel Macron. Plus de 49 millions de Français sont appelés aux urnes afin de désigner 81 députés français au Parlement européen. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin en Grèce avant que la plupart des autres pays de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, ne débutent aussi cette dernière journée de scrutin. Le vote qui a commencé depuis hier en Italie se poursuit aujourd'hui. Le parti post-fasciste Fratelli d'Italia de la chef de gouvernement Giorgia Meloni est grand favori et pourrait envoyer 22 eurodéputés dans l'hémicycle contre 6 actuellement. Les Slovaques se sont rendus aux urnes hier samedi pour les élections européennes, plus de 3 semaines après une tentative d'assassinat contre le Premier ministre Robert Fico qui a renforcé le soutien à son camp au penchant pro-Poutine et hostile à l'aide militaire à l'Ukraine. L'hémicycle pourra pencher plus à droite lors de ce scrutin car une forte progression de l'extrême droite est annoncée. Le futur Parlement européen se prononcera sur des enjeux jugés prioritaires comme la transition verte de l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 à 2050, une politique industrielle compétitive face aux États-Unis et à la Chine, l'union de l'énergie et des capitaux ou encore le renforcement des capacités de défense de l'Europe sur fond de guerre en Ukraine. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari, pour toutes ces explications et ce tour d'horizon de l'Europe pour nous parler de ces élections des eurodéputés. L'actualité des sports, une affaire de Famurou Djourté bien installée. Très bien, Ibrahim Traoré. Du football éliminatoire du Mondial 2026, le Mali joue mardi contre Madagascar à Johannesburg. Les Aigles se sont-ils envolés pour la capitale sud-africaine? Alors, aux dernières nouvelles, les Aigles sont toujours à Bamako. Le déplacement de l'équipe nationale du Mali à Johannesburg pour affronter Madagascar au compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 est pour le moment
compromis. Le planning initial a été réaménagé puis annulé. Le premier départ était calé pour ce samedi 8 juin, très tôt à 3h du matin, par un vol affrété de la compagnie Sky Mali. Malheureusement, il a été reporté à 12h. Ce deuxième plan de vol aussi n'a pas marché malgré la présence de la délégation à l'aéroport. On nous parle d'un problème technique sur l'appareil. Les Aigles ont été obligés de retourner dans leur QG au centre d'entraînement pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. Ils ont même livré une séance d'entraînement hier soir. Alors pour le moment, nous n'avons pas d'informations par rapport au vol, à l'heure exacte du vol de l'équipe nationale pour Johannesburg en Afrique du Sud. Signalons quand même que le Mali croise Madagascar le mardi 11 juin 2024 à 13h GMT au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Justement, quel est le programme de cette 4e journée ce dimanche? 5 rencontres sont au programme pour le démarrage de la 4e journée. La première se joue en ce moment entre Sao Tomé et Principe et le Libéria dans le groupe H. Après 20 minutes de jeu, le score est de 0-0. Les 4 autres matchs débutent tous à 16h GMT. Il s'agit des oppositions Namibie-Tunisie, Mauritanie-Sénégal, RDC-Togo et Djibouti-Éthiopie. La 3e journée a pris fin hier, samedi, avec 2 rencontres. Oui, le Cameroun a largement gagné 4-1 face au Cap-Vert lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vincent Boubacar a inscrit un doublé avec cette large victoire. Le Cameroun prend la tête avec 7 points à égalité avec la Libye, l'Angola 5 points, le Cap-Vert 4 points, la Mauritanie 1 point et l'Eswatini 0 points suivent dans le classement du groupe D à l'issue de la 3e journée. Dans le groupe F, dominé par la Côte d'Ivoire avec 9 points, la Gambie a battu les Seychelles par 5-1 et sauf ses premiers points. Et parlons de ce Malien, Yacouba Diallo, qui détient le maillot jaune du 29e Tour cycliste du Togo à une étape de la fin. Et oui, la 6e et dernière étape du 29e Tour cycliste international du Togo sera courue ce dimanche entre Vaughan et Lomé. Le champion du Mali 2024, Yacouba Diallo, a toujours le maillot jaune. C'est lors de la 2e étape que Yacouba Diallo a pris la tête du classement général individuel devant son compatriote Yaya Diallo qui détenait le maillot jaune à l'issue de la première étape. Ils sont au total 68 coureurs issus de 8 pays en lice pour décrocher le maillot jaune de vainqueur. Le Togo, pays hôte, est la nation la plus représentée avec 12 cyclistes. L'avant-dernière journée de la phase de groupe du championnat national de basketball s'achève ce dimanche avec 4 rencontres. Oui, les matchs d'aujourd'hui sont Real, CRBT et USFAS AS Commune 1 chez les hommes. Du côté des femmes, les affiches de cet après-midi sont Real Djoliba et USFAS AS Bandé. La journée a débuté samedi avec une victoire d'Atar Club de Kidal contre le Sigui Dekaye sur le score de 86-70. L'AS Police a été battue de justesse par le Stade Malien de Bamako sur le score de 79-81. En ce qui concerne les dames, les policières ont également perdu contre les Stadistes sur le score de 74-94. Calaban Sport Club a dominé le centre Bintou Dambélé de Koulikoro 99-65. Merci beaucoup Famourou Djourté pour toutes ces informations sportives. Santé dans quelques instants. Focus Santé. La chronique santé de ce dimanche porte sur le bilan prénuptial ou bilan pré-mariage. Cet examen médical permet aux couples d'avoir une idée claire sur la santé de chacun et d'éviter surtout de nouvelles infections, avortements, répétitions, malformations et d'autres maladies héréditaires ou génétiques. Focus Santé est une réalisation de Koumba Sissé. Pour maintenir une bonne santé au sein du couple, avant tout contact sexuel ou tout projet de mariage, les prétendants doivent faire des examens prénuptiaux. Amos Kodio, gynécologue. L'examen prénuptial, également connu sous le nom de bilan pré-mariage, englobe un ensemble de consultations médicales et biologiques qui visent à évaluer la santé des futurs époux et à identifier d'éventuelles incompatibilités génétiques. Dans la République du Mali, il n'y a pas une loi qui oblige la réalisation de ces bilans avant les mariages. Les couples qui le font, ils le font de façon volontaire. Ce bilan prénuptial permet d'éviter de nouvelles infections et la naissance des enfants malades dans un foyer. Certaines analyses se font à 2 et d'autres sont individuelles. Amos Kodjo. On peut citer parmi lesquels les groupes sanguins, Rhésus, et c'est un examen qui a un intérêt capital puisque nous avons des personnes qui ont des groupes Rhésus négatifs.
Donc ça, c'est un premier examen qu'on demande. Le deuxième examen qu'on peut demander, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est un test très important, qui est le test qui permet de diagnostiquer la drépanocytose. Après l'électrophorèse, il y a des bilans qui sont propres à la femme, tels que la sérologie du toxoplasmose, donc qui est une infection parasitaire. Il y a la sérologie rubéolique qui est également demandée chez la femme, qui est également une pathologie virale. Maintenant, il y a des examens qui sont demandés aux deux partenaires. Et ces examens sont classés dans le cadre des infections sexuellement transmissibles, au compte desquelles on peut citer la sérologie de la syphilis, il y a la sérologie du Neisseria gonorrhoeae ou la gonococcie, il y a la sérologie de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C. Jafet Dambélé s'est soumis à cet exercice médical avec bien sûr l'accord de sa fiancée à l'époque. Quand j'ai rencontré madame en tant qu'agent de santé, j'ai pris quand même le soin nécessaire quand même d'en parler avec elle d'abord. On s'est compris là-dessus. Avant de se marier, donc il est important quand même qu'on connaisse d'abord notre bilan de santé. Nous nous sommes compris et on a jugé nécessaire quand même de choisir un jour à l'amiable pour aller faire quand même au moins le bilan nécessaire. Et en gros, le résultat qui est sorti vraiment, c'était un résultat satisfaisant parce qu'on n'avait aucune de ces maladies dans notre sang. Si le couple d'Amélie n'a pas eu de problème sanitaire, chez certaines personnes, les résultats de ces examens prénuptiaux ne sont pas bons. En général, cela joue sur l'évolution du projet de mariage, sinon peut même provoquer la séparation. Amos Kodio, gynécologue. Une femme résiste négative qui doit se marier à un homme résiste positif, ce couple doit vraiment prendre des précautions et consulter un médecin pour que le médecin les accompagne dans leur procédure de conception. Mais la négativité ou la positivité de ces groupes résistent n'empêche pas l'union. Donc si l'un des partenaires est séropositif, cela n'empêche pas en réalité leur mariage. Mais la connaissance de cette pathologie permet de préparer les deux couples. Au moins, même si l'un est séropositif, le traitement approprié puisse être conduit pour que la transmission de la maladie doit éviter chez l'autre partenaire. En cas d'hépatite, si l'un des partenaires, je vais dire, est porteur du virus de l'hépatite B, il y a des spécialistes dans les domaines. On les adresse aux gastro-entérologues ou aux infectiologues qui vont évaluer l'état de la personne. Est-ce que c'est une hépatite évolutive chronique? Est-ce qu'il faut des traitements ou il faut surveiller? Par méconnaissance, beaucoup de couples ne font pas ce bilan prénuptial. Par contre, d'autres ont l'information mais évitent ces examens par peur d'une rupture en cas de maladie grave. Seuls les plus déterminés cherchent à connaître leur statut avant de se mettre ensemble afin d'être en bonne santé au sein du foyer. Focus Santé. Et c'est ce numéro de Focus Santé qui met un terme à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré, à la réalisation Lassina Keita. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré et retrouvez ce journal sur nos plateformes digitales avec Sekou Traoré. Un prochain cap des infos sur nos antennes, c'est à 19h30 pour la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de très bons moments de radio en compagnie de nos programmes et passez un excellent après-midi dominical. Au revoir.